tous. Aujourd'hui, c'est les élections en Israël. Le Premier ministre a donc dissous son gouvernement et convoqué de nouvelles élections. Sa majorité était devenue ingouvernable et menacée de faire tomber le gouvernement sur chaque question vitale pour le pays. L'enjeu de ces élections, c'est de constituer une nouvelle coalition gouvernementale. Et là, rien n'est joué. Il y a donc 12 formations politiques principales qui sont en lice. 8 d'entre elles ont des chances d'envoyer des représentants à la Knesset. La Knesset va élire donc ses 120 députés. Le chef du parti qui réunira le plus de députés autour de son nom sera donc chargé par le président de l'État, Reuven Rivlin, de former le prochain gouvernement. Les Israéliens sont donc aux urnes aujourd'hui pour un scrutin de liste à la proportionnelle intégrale. Nous suivrons donc ensemble, pas à pas, le déroulement de ces élections, mais aussi nous allons au cours de ces 2 heures analyser les enjeux de ce scrutin et les différents aspects de la société israélienne. J'ai le plaisir de recevoir Sarah Bloom. Sarah, bonjour, bienvenue. Merci. Vous êtes donc à l'Union sioniste, c'est la formation politique qui regroupe le parti travailliste mené par Yitzhak Herzog et le mouvement Atanoa, dirigé par Tzipi Livni, et puis Avraham Azoulay, bienvenue, bonjour. Vous avez activement participé à la campagne Foyer Juif dirigée par Naftali Bennett, et puis avec moi en plateau, Maurice Ifergan. Bonjour Maurice. Merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes donc rédacteur en chef sur i24 News. Nous allons suivre avec vous ce scrutin et analyser les premières tendances. Et Lise Barenbaum. Lise, bonjour. Merci d'être là, chers téléspectateurs. Merci d'être si nombreux à nous regarder. Notre hashtag i24 élection est à votre disposition. Cette émission, c'est avant tout la vôtre. N'hésitez pas à nous écrire vos commentaires, vos remarques nous intéressent. On est parti. Alors, Maurice Ifergan, d'abord, à l'heure actuelle, a-t-on les premiers résultats sur le taux de participation ? Écoutez, vous savez que la Commission électorale centrale nous a promis des taux de participation toutes les 2 heures. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Il faut attendre il y a un petit délai. Mais disons, celui de midi donnait 26,5% de participation pratiquement comme pour le scrutin de 2013. Alors, il faut savoir que l'élection a démarré assez fort puisqu'à 10 heures, on avait noté déjà 13,7%, soit le taux de participation le plus fort depuis 1999. Ça veut dire que beaucoup d'électeurs se sont précipités ce matin aux urnes très tôt pour aller peut-être faire un pique-nique ou aller à la plage. Alors justement, Sarah Bloom, on a appris hier que Tzipi Livni renonçait à l'alternance au sein du camp sioniste. Alors, c'est-à-dire que même si son camp gagne, eh bien, elle ne sera pas Premier ministre dans 2 ans. Il n'y aura donc pas de rotation. Est-ce que cela peut changer quelque chose ? Pour le bien du pays, oui. C'est une décision heureuse parce qu'elle a fait un réel sacrifice. Elle a mis son ego de côté. Et cela parce qu'elle a compris que les électeurs dans leur ensemble, si vous voulez, étaient perturbés par cette idée de rotation, qui est une idée quand même assez nouvelle. Moi, elle ne me posait pas problème. À titre personnel, j'avais étudié la question. Mais les gens, dans l'absolu, étaient un petit peu décontenancés par cette rotation. Et donc, il était important que ce soit clarifié. Elle a décidé de clarifier les choses et de se mettre de côté pour laisser la place aux intérêts collectifs. Je trouve ça remarquable. Alors, beaucoup de partis sont donc en compétition pour ces élections législatives. Les électeurs ont eu de quoi faire pour s'informer sur tout le spectre politique israélien, les partis ultra-religieux aux partis ombrelles arabes israéliens. L'éventail est large. Les 2 poids lourds du Likoud et du camp sioniste sont bien sûr les têtes d'affiche. Et même si le camp sioniste pourrait remporter le plus de voix, il n'est pas sûr qu'il soit celui qui sera appelé à former la coalition gouvernementale. Le point tout de suite avec vous, Lise Barenbaum, et on en parle après. Aujourd'hui, les Israéliens se rendent aux urnes. Des élections anticipées et 10 partis en lice. Après le renvoi de Tzipi Livni et Yair Lapid en décembre dernier, 2 grands partis s'affrontent, le Likoud et Machane Hatzioni, le camp sioniste, mais beaucoup de petites formations prospèrent aussi. Après 3 mandats en tant que Premier ministre, Binyamin Netanyahou se présente à nouveau. Il a traversé plusieurs guerres et affronte à présent une crise du logement et du pouvoir d'achat qui le rendent parfois impopulaire. Ses clips de campagne inattendus ont cassé son image d'hiératique. Et malgré les polémiques autour de son épouse, il reste une figure paternelle aimée de beaucoup d'Israéliens. Favorable à la solution de 2 États, son discours au Congrès américain pour réaffirmer son combat contre le nucléaire iranien a sonné comme un baroud d'honneur. Israël et les États-Unis sont d'accord pour que l'Iran n'ait pas d'armes nucléaires. Mais nous ne sommes pas d'accord sur la meilleure manière de l'empêcher de développer ses armes. Les désaccords entre alliés sont tout à fait naturels de temps à autre, même parmi les plus proches alliés.
L'autre grand parti, c'est l'Union sioniste, l'alliance du parti travailliste et d'Atnoa. Herzog et Livni, un duo dont la priorité est de trouver un accord avec les Palestiniens et d'insuffler des réformes sociales qui changeront le quotidien des Israéliens. Dans le bloc de droite, il y en a un qui sait ce qu'il veut. Naftali Bennett, homme d'affaires religieux qui a fait fortune avec une start-up, actuel ministre de l'économie, est à la droite du Likoud. Avec son parti, Abayit HaYehudi, le foyer juif, il compte renforcer le commerce extérieur et ne plus céder 1 cm² de terre aux Palestiniens. Son ouverture vers les laïcs est parfois mal accueillie par ses partisans originels. Mais il reste un fervent défenseur du caractère juif de l'État d'Israël et il sait séduire. Il y a beaucoup de gens qui partent du mouvement de Lieberman et qui nous rejoignent. Par exemple, la jeune génération d'immigrés russes veulent voter pour un parti fort qui a des valeurs fortes, nos valeurs juives, et qui leur parle de sécurité. À droite, il y aura aussi Israël Beiteinu, le parti d'Avigdor Lieberman. Le ministre des Affaires étrangères souhaite modifier les frontières d'Israël afin de séparer la majorité juive des Arabes israéliens. On se rapproche du centre et on trouve Moshe Kahlon. Transfuge du Likoud, il s'en est séparé pour fonder Kulanu. Rejoint par l'ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, Michael Oren, il apparaît comme celui qui peut tout faire basculer. Son leitmotiv, devenir ministre de l'économie pour casser les monopoles qui trustent l'activité du pays. Toujours au centre, mais un peu plus à gauche, le très glamour Yair Lapid, ancien ministre des Finances, croit toujours à l'avenir. Avec son parti Yesh Atid, il a un cheval de bataille, améliorer la vie de la classe moyenne et mettre le paquet sur l'éducation, le logement et la santé. Côté conflit, il opte pour la solution 2 peuples, 2 États, tout en garantissant la sécurité d'Israël. À gauche aussi, le parti Meretz, piloté par Zahava Galon, soutient aussi le principe de 2 peuples, 2 États. Sioniste et socialiste, il se présente comme le seul parti de gauche et milite aussi pour un meilleur niveau de vie. Les partis arabes israéliens ont décidé de s'unir. 4 partis en un donc en faveur d'un État palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, avec pour capitale Jérusalem-Est. Et bien sûr, Israël ne serait pas Israël sans ses partis religieux. Yahadut HaTorah, coalition de partis ultra-orthodoxes ashkénazes, concurrence le Chasse, parti religieux séfarade, dirigé par Aryeh Deri, et Yachad, du scissionnaire Eli Yishai. 2015, encore une élection anticipée en Israël. Le mandat du Premier ministre est censé durer 4 ans. Depuis 2009, c'est un vœu pieux. La difficulté à créer une coalition laisse à croire que cette situation se reproduira, sauf réforme électorale. Alors finalement, Abraham Azoulay, Bibi a déclaré qu'il était contre les 2 États. Qu'en pensez-vous ? En fait, il est pragmatique et réaliste. Vu le contexte géographique et la montée de l'islam, il sait très bien qu'on ne peut pas faire 2 États. On a déjà, je pense, un État avec Gaza. Je pense qu'il ne faudrait pas un 3e État dans l'État. Donc Bibi, finalement, dit une vérité que tout le monde veut entendre. Parce que ce n'est pas une déclaration électorale et il avait dit le contraire lors du discours de Bar-Ilan. Mais l'expérience fait après Gaza fait qu'on ne peut pas concevoir encore une guerre. À chaque fois qu'il y a eu des concessions, il y a eu la guerre, on le sait très bien. Donc Bibi Netanyahou jette les cartes et en fait dévoile la vérité qui, à mon avis, il pense. En tout cas, Maurice Yvergan, les Israéliens ne votent pas pour un chef de gouvernement, mais pour un parti politique, une démocratie parlementaire avec toutes les difficultés que cela comporte. Oui, d'abord avec des forces. Effectivement, une démocratie au scrutin à la proportionnelle intégrale, c'est une démocratie pratiquement totale. On vote pour des listes électorales et n'importe qui peut constituer une liste avec quelques moyens et quelques signatures, mais finalement, c'est assez ouvert à toutes les tendances et même aux choses les plus excentriques. Alors, il y a des avantages, c'est-à-dire que ça permet à tout le monde de s'exprimer. Il y a des désavantages, c'est que ça crée un morcellement de la vie économique, de la vie politique et de tout ce qui peut exister dans les forces vives de ce pays sur des intérêts sectoriels. Et à la fin, c'est très difficile à gouverner parce que lorsqu'on constitue un gouvernement, pour constituer une majorité, il faut nécessairement faire des concessions à ces petits partis pour les avoir de son côté. Donc on pourrait presque dire que c'est un gouvernement de la corruption parce que lorsqu'un Premier ministre accepte, par exemple,
de donner une réforme de la conscription pour les Israéliens, il est obligé d'aller contre ses propres opinions. Vous voyez que c'est pas facile. Alors on l'a vu, Lise Barenbaum, il y a de nombreux partis donc, ici, mais en plus, chacun a un bulletin de vote particulier. Comment ça fonctionne? Comment on s'y retrouve? Alors en fait, ça remonte aux premières élections en Israël. En fait, chaque parti a dû choisir une lettre pour le représenter sur le bulletin de vote parce que parfois les noms étaient bien trop longs. Donc à l'époque, les travaillistes ont par exemple choisi la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque, parce que c'était le premier parti du pays. Et puis plus tard, certains partis ont fusionné, donc ils ont accolé plusieurs initiales. Par exemple, le Meretz sur le bulletin, il y a les initiales en fait du Mapam et du Ratz qui forment le Meretz actuel. Et aujourd'hui, les partis choisissent d'une manière beaucoup plus symbolique. Par exemple, Israël Beiteinu d'Avigdor Lieberman a choisi la lettre Lamed, qui est en fait la première lettre du nom Lieberman. Abait Yehudi de Naftali Bennett a choisi les lettres Tav et Bet, qui peuvent se lire par Tov. Et puis ça rappelle un petit peu aussi les initiales de Bennett. Il y a le cantionniste qui, lui, historiquement, a un bulletin où on peut lire le mot Emet, qui veut dire vérité. Et puis il y a Yair Lapid qui a choisi le mot Po, qui veut dire ici, et il en joue dans un clip. Je vous propose de regarder. פה נולדתי, פה גדלתי, פה המשפחה שלי נמצאת. פה למדתי ללמוד, לגלוש, לאהוב, פה נשבר לי הלב. פה התגייסתי לצבא, פה שירתתי, פה השתחררתי, נסעתי מפה כדי לנוח, טיילתי, ראיתי, הבנתי, חזרתי. חיפשתי פה עבודה, למדתי פה באוניברסיטה, יצאתי פה לרחובות להפגין. ועכשיו קשה פה ויקר פה, ולפעמים אני רואה סרטונים בפייסבוק ולא מאמין שקמים קרוב. אבל פה החיים שלי, וזאת המדינה שלי. ואני פה כדי להילחם עליה ולעולם לא לוותר. כי יכול להיות פה יותר טוב. ב-17 מצביעים פה. Et contrairement aux élections précédentes, Lise Barenbaum, le débat politique n'a pas eu lieu dans les rues, mais surtout sur le web. Oui, on a eu le droit à pas mal de clips assez rigolos. Cette année, les candidats se sont mis en scène. Par exemple, ils ont joué des personnages. On a eu Bibi qui a joué le babysitter chez un couple. On a eu Bennett qui s'est déguisé en hipster de Tel Aviv. Netanyahou aussi qui a réalisé un clip très drôle où il regroupe des enfants qui ressemblent étrangement à ses concurrentes, Sipi, Bougie, Bennett et Lapid. Et puis des clips beaucoup plus sérieux qu'on jouait sur la corde sensible. Bennett, par exemple, qui a fait un clip avec une paire de chaussures qui représente la vie d'un jeune Israélien qui est né dans une famille de gauche. Et même le Meretz qui n'a pas hésité à se mettre en scène dans une fête en train de chanter. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces campagnes de pub, Abraham, Sarah? J'ai trouvé ça un petit peu... C'est vrai que c'était amusant, c'est une bonne preuve d'humour juif finalement. Mais bon, il y a aussi eu des campagnes sérieuses et il y a aussi eu des vidéos très sérieuses sur des sujets précis, sur la sécurité et sur l'économie. Et il faut regarder les vidéos humoristiques, mais il faut aussi regarder les vidéos sérieuses. Abraham. Oui, ces campagnes voulaient s'adresser aussi beaucoup aux jeunes. Et je pense que le taux de participation va monter parce que les jeunes se sentent plus concernés. C'est pour ça qu'ils sont passés par l'Internet. Mais en ce qui concerne Beit Yehudi, on était beaucoup aussi sur le terrain. Il y a quand même beaucoup d'humour par rapport aux habitants de Tel Aviv. Il n'a pas voulu un peu se moquer d'eux? Mais l'humour juif est reconnu, donc tout le monde a mis de l'humour. Même les partis avec lesquels on n'adhère pas automatiquement. Herzog s'est beaucoup moqué de lui-même d'ailleurs, avec sa voix. Donc c'était plutôt sympathique. J'ai pas trouvé beaucoup d'humour chez le cantionniste. Vous apprendrez un petit peu la rumeur si vous voulez. Allez, on l'a vu à de nombreuses reprises pendant la campagne, les Israéliens sont partagés. Les habitants de Tel Aviv ne dérogent pas à la règle. Nous sommes descendus dans la rue pour les interroger sur leurs intentions de vote. Regardez. Je pense que je vais voter à droite car ma famille vit en Cisjordanie. C'est un superbe endroit appelé Dolev. Ils sont là-bas depuis 30 ans et je ne veux qu'aucune famille là-bas soit expulsée. Je pense voter à gauche. En fait, ce sont les premières élections pour lesquelles je ne sais pas vraiment si je vais voter, parce que j'ai l'impression qu'ils se moquent tous de nous, les citoyens. Je ne peux pas voter, je ne suis pas là, mais si je pouvais, ce serait pour la gauche. Bibi Netanyahou, c'est ce qu'il y a de mieux pour ce pays. À gauche, car je pense que Netanyahou n'est pas bon pour Israël, pas bon pour le peuple. Il ne défend pas nos intérêts. Sarah Bloom, une réaction? On voit que c'est massivement pour la gauche, qui est plutôt
satisfaisant en ce qui me concerne. Je suis assez contente. d'être à Rothschild, à Tel Aviv. Ah, ça se passe à Tel Aviv, exactement. Oui, mais les intentions de vote sont quand même, dans les sondages, en tout cas, d'un Union sioniste en tête. Donc on peut se dire que ça reflète assez bien ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. J'espère que ça va être encore plus fort que ce que les sondages nous donnent. Mais dire que Bibi n'est pas bon pour son propre pays, ça reflète exactement la campagne que vous avez menée, tout sauf Bibi. Une campagne contre quelqu'un. On a travaillé pour Herzog, plutôt que de construire, tout a été mené contre Bibi. À part la presse et à part le camp sioniste et à part l'extérieur, avec des fonds extérieurs, mais tout contre son propre Premier ministre, je trouve que ce n'est pas très constructif pour des élections. Non, mais on est dans le camp de l'opposition. On a fait une campagne pour Herzog qui est en tête de l'opposition. On n'a pas fait une campagne contre le Premier ministre. J'espère qu'il sera encore en tête de l'opposition à la fin. Mais bon. Non, moi ce que j'espère c'est que vous serez dans le camp de l'opposition et que nous serons au pouvoir. Maurice Fergan. Mais est-ce que le Premier ministre lui-même finalement n'a pas joué contre son propre camp? Alors il admet que sur le plan du logement il n'a pas fait grand-chose et sur le plan de la vie chère non plus et qu'il était nécessaire maintenant de mettre l'accent sur ces points, sur ces questions, l'accent qui est pris en charge par la campagne de Herzog. Oui, mais il faut voir aussi la compétence. Est-ce que Herzog est capable aussi de mener tout le pays comme le fait aujourd'hui Bibi Netanyahu? On peut ne pas être satisfait de Bibi, mais dans l'ensemble, les résultats sont positifs. Le pays quand même est prospère. On est en tête de beaucoup de choses. Et on ne peut pas uniquement dire « je n'aime pas Bibi » et je mets entre parenthèses, quelqu'un d'autre à la place. Il faut quand même que la personne soit aussi compétente. Et mieux que Bibi aujourd'hui, je ne trouve pas. Je suis le représentant du Beit Hayoudi. Vous me posez des questions sur Bibi Netanyahu, qui j'espère sera notre Premier ministre. Mais voilà ce que je pense personnellement. Justement, Sarah, expliquez-nous comment une jeune fille comme vous veut se mettre à militer et défendre les couleurs justement d'Israël. Qu'est-ce qui vous a D'abord, à titre personnel, je suis quelqu'un d'assez engagé depuis toujours, mais j'ai essayé de peser les pour et les contre. Et effectivement, l'Union sioniste est un parti qui a d'abord un programme détaillé, ce qui n'est pas du tout le cas de la campagne à droite, et en particulier du Likoud, mais chez Bennett, il n'y a pas énormément de choses non plus. Nous, on a vraiment fait je le sais parce que j'ai traduit le contenu, donc il y avait un contenu extrêmement détaillé, extrêmement précis sur comment régler les différentes situations, en particulier la sécurité et aussi l'économie. On est jeunes, on est arrivé en Israël depuis pas si longtemps que ça, et on a un niveau de vie qui baisse. On fait partie des classes moyennes, même pauvres parfois. On n'arrive pas à s'en sortir alors qu'on a un niveau d'études qui est généralement, surtout quand on est au Lechadash, élevé. C'est pas normal. Et cette situation-là n'a jamais été réglée. L'économie est certes bonne, et ça c'est au profit de la droite, c'est vrai, mais où est passé l'argent? Où est la redistribution pour la population? L'État d'Israël, c'est pas un objectif, c'est pas une fin en soi. L'État d'Israël doit servir le peuple. Il ne sert pas le peuple aujourd'hui. Les gens meurent de faim. Il y a 9000 enfants qui meurent de faim en Israël. En tant que juif, et vous êtes juif et vous le revendiquez, c'est très important. Beaucoup de pays quand même envient notre taux de croissance, notre chômage qui est très bas, les banques qui vont très bien, l'argent qui tourne, les investisseurs qui viennent de l'extérieur. Ne nous envie pas la pauvreté. Demandez à la France si elle ne voudrait pas tous nos chiffres de croissance. Mais la France n'est pas mon problème. Non, mais par exemple, et je pense que depuis la création de l'État d'Israël, le niveau de vie n'a fait qu'augmenter. Les gens gagnent de plus en plus d'argent. Le salaire médian est très bas. Il y a beaucoup de pauvres, mais ce sont les secteurs comme le secteur arabe ou le secteur orthodoxe qui font descendre beaucoup les taux. Mais tout n'est pas parfait dans notre pays. On est là pour le faire, pour l'améliorer. Vous vouliez intervenir? Non, moi je voulais vous demander, Naftali Bennett était ministre de l'économie, il a énormément fait pour le pays, c'est vrai, il est allé en Chine, il a passé des contrats, c'était bon pour le pays. C'est un ancien du high-tech, oui. Mais quand même, il y a un point, est-ce que vos enfants sont capables aujourd'hui d'acheter un appartement dans ce pays? Non, c'est vrai que c'est compliqué, mais est-ce que la gauche va le faire aussi? Ce n'est pas donné à tout le monde. Oui, parce qu'en théorie, quand on a un programme et qu'on n'a pas été sur le terrain, comme la gauche jusqu'à présent était à l'opposition, alors on peut avoir un programme complètement détaillé. Des Affaires sociales. Il connaît il y a combien de temps par cœur. Il y a 5 ou 6 ans. Il était ministre des Affaires sociales. Sheli Yerimovic s'est occupé énormément d'affaires sociales aussi, et vous le savez, et s'en est occupé très bien. Non. Et on ne peut pas dire... Et Trachtenberg lui-même a été nommé par Netanyahou en 2011. Le bon point du cancioniste, c'est que vous avez retiré maintenant l'IVNI pour un peu moins ternir l'image. Ça, c'était un bon coup. Moi, je voudrais vous poser une question à tous les deux.
vous vivez en Israël, vous avez l'expérience. Finalement, est-ce qu'on peut croire à ces promesses électorales quand on sait que la constitution d'une majorité va nécessiter des concessions des deux parties? S'il vous plaît, une réponse rapide tous les deux, Abraham. Des concessions, c'est normal puisque c'est une démocratie. Donc les unions et les alliances font qu'on est obligé de faire des concessions, mais dans le camp de droite. Parce que sachez que le camp sioniste va s'unir avec les Arabes. Non, d'abord ça c'est faux. Il n'a pas dit ça. Et les Arabes non plus ne l'ont pas dit. Les Arabes non plus n'ont pas dit. Vous n'allez pas vous unir avec Bennett. Il faut plus de 30 mandats et il faut que les gens votent pour nous aujourd'hui. C'est ça l'objectif premier. Le reste, c'est après les élections. Allez, messieurs, dames, merci. Merci à vous tous. Merci Sarah, merci Abraham, Azoulay, Lise, Barembo, merci de votre présence en plateau. Vous surtout, vous restez avec moi. Merci à vous de votre fidélité à i24 News. Restez avec nous. Tout de suite, c'est la suite de Midi Ensemble spécial élection.